Embargo total sur le Niger. Fermeture des frontières terrestres et aériennes des pays de la CEDEAO. Gel des avoirs à la BCEAO et à la BIDC. Non-reconnaissance des militaires aux affaires. Telles sont les sanctions prises par la CEDEAO qui donne alors ultimatum d'une semaine au nouveau gouvernement pour rétablir le président Bazoum, élu démocratiquement il y a quelques années. Passé ce délai, toutes les voies de recours dont une intervention militaire n'est pas exclue. Cependant, il se trouve que cet embargo total contre le peuple du Niger n'est fondé dans aucune disposition des textes de la CEDEAO et de l'UEMOA. C'est donc un embargo inhumain, illégitime et illégal avec la seule motivation de donner une leçon exemplaire au Niger. Une réunion des chefs d'état-major est donc convoquée en urgence. C'est peut-être la preuve que l'Afrique est donc le nouveau terrain de la Troisième Guerre mondiale, car la France et ses alliés, via la CEDEAO, veulent attaquer le Niger et profiter pour régler ses comptes avec la Russie. Le président Patrice Talon n'ayant pas réussi la médiation, le Tchadien Mahamat Idriss Déby, choix de la France, a donc été désigné comme médiateur pour rencontrer le CNSP au Niger. Faut-il en rire ou en pleurer? Car 80% des chefs d'État africains élus démocratiquement sont le plus souvent des marionnettes de l'Occident. C'est pourquoi ils tiennent tant au retour du tyran Mohamed Bazoum. Il faut rappeler que l'Afrique, ancienne zone coloniale des pays occidentaux pendant des siècles, met progressivement fin à la puissance hégémonique de Paris. La France, qui continue d'exploiter l'Afrique, est considérée comme le premier acteur de l'instabilité, est donc devenue aujourd'hui personae non grata. Mahamat Idriss Déby Itno, le président du Tchad, était l'invité spécial au sommet spécial de la CEDEAO tenu le 30 juillet à Abuja sur la situation au Niger. Une présence du président tchadien qui a donc surpris plus d'un observateur, car le Tchad n'est pas membre de la CEDEAO. En effet, ce pays est en Afrique centrale et est donc membre de la CEMAC. Dès lors, de nombreuses questions surgissent. D'aucuns ont même estimé que si Mahamat Déby est là, c'est que l'option d'une intervention militaire serait de plus en plus une priorité. Le Tchad, depuis le défunt maréchal Déby Itno, est connu pour sa détente assez facile dans les combats. Mieux, en cas d'attaque contre le CNPS du général Tchani, la CEDEAO voudrait compter sur le savoir-faire de l'armée tchadienne très aguerrie pour restaurer l'ordre constitutionnel au Niger. Au cas où c'est l'option économique qui est la priorité, il faudra alors compter sur le Tchad pour asphyxier financièrement le Niger. En effet, sur un plan géopolitique, la sollicitation de Mahamat Déby découle du fait que le Niger partage une frontière commune avec la frontière du Tchad. Fidèle à son engagement, à contribuer donc à la recherche de la paix partout où le Tchad est sollicité, le président de la République, le général Mahamat Idriss Déby Itno, a donc donné son accord pour participer à ce sommet. Une initiative qui ne cesse d'interroger, car lui-même, accusé d'avoir fait un coup d'État institutionnel au lendemain du décès de son père, le maréchal Idriss Déby Itno. Mahamat Idriss Déby n'est ni président d'un pays membre de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ni un civil. Peut-il donc dans ce cas vraiment être le médiateur dans un tel dossier? Le Tchad et le Niger, en plus de leur appartenance à plusieurs organisations communes dont le G5 Sahel et la CBLT, sont alors liés par des relations d'amitié et de coopération fortes. Ils font face ensemble dans la lutte contre le terrorisme au Sahel et dans le bassin du lac Tchad. C'est fort de ces liens que le chef de l'État a décidé, pour son cas, de participer à ce sommet extraordinaire de la CEDEAO pour donc apporter la part de lumière du Tchad pour une solution pacifique à cette crise que traverse le Niger. La Russie renforce son influence en Afrique. Vladimir Poutine a en effet réussi à sortir un nouveau pays de la sphère d'influence européenne, le Burkina Faso, un pays laissé pour compte et sanctionné par les Nations Unies, l'Union africaine, l'Union européenne et la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Son péché, un coup d'État perpétré par l'actuel président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. D'un autre côté, son acte lui est également valu des paroles bienveillantes de la part de la Russie, avec justement à la clé une invitation au deuxième sommet Russie-Afrique. Une opportunité saisie donc par le Warrior
pour émettre les sollicitations de son peuple au président russe. Le Burkina Faso souhaiterait donc compter sur la Russie pour avoir une centrale nucléaire. Le pays justement de l'Afrique de l'Ouest désire mettre en chantier une petite centrale nucléaire qui pourra alors bénéficier à toute la région ouest africaine. Selon le président de transition Ibrahim Traoré, la Russie semble un partenaire tout désigné pour apporter son expertise. Le pays des hommes terres souhaite également importer majoritairement ses hydrocarbures à partir de la Russie. Le président Traoré a donc dit au président Vladimir Poutine sa volonté de réorienter la majorité des importations burkinabées en produits pétroliers à partir de la Russie. Un autre point, la sécurité qui est donc primordiale dans ce pays en proie à des attaques terroristes sans faille. Traoré voudrait être à la hauteur pour en finir avec effectivement cette nébuleuse qui dure depuis plusieurs années déjà. Le développement des relations étant une priorité dans la coopération russo-africaine, la Russie aspire à une collaboration avec l'Angola afin de renforcer davantage leurs liens bilatéraux. À cet effet, Alexandre Drozdenko, gouverneur de la région de Saint-Pétersbourg, a tenu des échanges le vendredi 28 juillet 2023 avec la délégation angolaise présidée par son chef de diplomatie, Tete Antonio, lors du sommet Russie-Afrique. Les pourparlers étaient axés sur une possible coopération en matière de fourniture de café, d'engrais minéraux, ainsi que dans la formation de spécialistes. La relance des plantations de café en Angola était en tête de liste de ce projet de coopération. Les parties prenantes ont également discuté sur l'approvisionnement en produits alimentaires, en premier lieu ceux de la transformation profonde de l'industrie de la volaille. Pour le gouverneur de la région de Saint-Pétersbourg, l'approvisionnement en engrais minéraux est un autre dossier promoteur, d'autant plus qu'à une certaine époque, la République russe figurait parmi les leaders mondiaux de production de café en grains. Pour ce qui est de la formation des cadres en agriculture, les établissements d'études techniques de la région de Leningrad sont prêts à les former. La production industrielle et l'agriculture sont donc en cours de restauration. Actuellement, il y a une forte demande de col bleu en Angola, notamment en termes de spécialistes du raffinage du pétrole, du complexe agro-industriel et de diverses autres industries. Cette collaboration arrive donc à point nommé pour non seulement rehausser l'économie angolaise, mais aussi accroître davantage celle de la Russie. Malgré la guerre civile qui fait rage dans le pays, le Soudan continue de produire de l'or en quantité. Les activités des sociétés minières et aurifères en République du Soudan n'ont pas été affectées par le conflit, car la plupart des sites sont situés loin de la capitale, selon le ministre soudanais des Ressources naturelles. Le ministre Mohamed Bachir Abdullah Menawi a éclairci la situation de la production d'or dans son pays en proie à la guerre depuis 3 mois. Selon Bachir Abdullah, tous les projets miniers et les usines aurifères sont situés loin de Khartoum, où la guerre fait rage de sorte que la plupart des projets en cours et usines restent intacts, y compris la plus grande entreprise qui se classe au premier rang dans la production d'or au Soudan. Alliance for Mining Company Limited, les entreprises russes au Soudan n'ont pas non plus été affectées. Le 15 avril, des affrontements ont éclaté entre l'armée Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires de Mohamed Hamdan Daglo, dont l'épicentre se trouve dans la capitale du Soudan, Khartoum. Depuis lors, les combats se sont étendus à la région occidentale du Darfour, malgré une série de trêves et d'efforts de la communauté internationale pour rétablir la paix. L'Organisation internationale pour les migrations recense environ 2,2 millions de déplacés internes et près de 700 000 réfugiés dans les pays voisins. L'économie soudanaise dépend fortement de l'or, qui représente 60 à 70% des exportations totales du pays et plus de 30% des recettes publiques. En effet, la production de l'or au Soudan avait atteint un niveau record en 2017, surclassant le Mali pour être le troisième producteur d'Afrique la même année. Depuis lors, le Soudan
reste parmi les pays les plus grands producteurs d'or du continent. Déjà 24 ans de règne pour le 23e monarque de la dynastie d'Alaouite. Le Maroc a célébré le 30 juillet 2023 le 12e anniversaire de l'intronisation du roi Mohamed VI. La fête du trône est donc un événement qui permet de rappeler au peuple marocain la valeur des liens qu'ils entretiennent avec leur roi. Une occasion de manifester cette loyauté envers le souverain et de renforcer l'unité nationale. À l'occasion, de nombreuses activités marquantes et des animations à travers tout le pays. Les villes étaient parées de leurs plus belles couleurs avec des décorations festives, des drapeaux rouges et verts qui illuminaient l'ensemble du territoire. Les rues vibraient au son de la musique et des chants patriotiques, créant une ambiance de joie et de fierté nationale. Les parades militaires, les défilés et les feux d'artifice étaient des moments clés de ces festivités. Les forces marocaines ont défilé fièrement devant le roi et le peuple, mettant en avant leur discipline, leur dévouement et leur engagement envers la nation. Ces défilés étaient l'occasion de rendre hommage aux héros de l'histoire marocaine, de présenter les réalisations du pays et de renforcer le sentiment d'unité et de sécurité nationale. Le rassemblement des Marocains autour des lumières éclatantes, des feux d'artifice, évoque à la fois la grandeur et la prospérité du pays. Rappelons que depuis l'avènement de Mohamed VI, le 30 juillet 1999, le Maroc est devenu un pays incontournable sur la scène régionale. Il est aujourd'hui un pays influent au Maghreb et en Afrique. Les stratégies menées par le roi ont apporté un développement économique apprécié sur la scène nationale grâce notamment à des projets pharaoniques comme la construction du port de Tanger-Med ou la ligne à grande vitesse reliant Tanger à la capitale économique Casablanca. Ces grands chantiers font donc la fierté du peuple marocain.